Comme en janvier dernier, après les attentats contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher, le débat est relancé sur la nécessité de rétablir un véritable service national obligatoire. Il avait été suspendu et non supprimé en 1996 par Jacques Chirac. Le rappel des faits avec Mounir Soussi. L'image d'une classe d'âge au garde à vous est aujourd'hui un souvenir. En 1997, Jacques Chirac suspend le service militaire obligatoire. L'armée française devient professionnelle. Actuellement, 270 000 militaires et civils assurent la défense nationale. La transition vers une armée de métier a éloigné de nombreuses générations des drapeaux. Les attentats du 13 novembre réveillent chez une partie des responsables politiques la volonté de rétablir une forme de conscription. On a oublié que le service national, c'était un creuset où tous les jeunes, quelles que soient les origines religieuses, politiques, sociales, des familles, se retrouvaient tous ensemble. C'était ça qui nous manque aujourd'hui, c'était ça qu'il y avait dans le service national, et je suis pour ce rétablissement obligatoire, filles et garçons. Soit entre 700 et 800 000 jeunes à équiper et à encadrer chaque année. De nombreuses casernes ont fermé et la mixité réclamée pose un problème d'accueil supplémentaire. Pourtant, des formes d'engagement existent. Depuis le début de son mandat, le président de la République fait la promotion du service civique ou militaire volontaire et souhaite s'appuyer sur l'existant pour répondre à ce nouveau défi. Que l'on tire mieux parti des possibilités des réserves de la défense, encore insuffisamment exploitées dans notre pays, alors que nous avons justement ce gisement. Il constitue les éléments qui peuvent demain former une garde nationale encadrée et disponible. Les réservistes, principalement composés d'anciens militaires ou d'engagés, représentent 28 000 soldats hors gendarmerie. L'objectif est de passer à 40 000 d'ici à 2019. Dans le cadre du plan Vigipirate, ils assurent principalement des missions de patrouille et de surveillance de lieux sensibles. La question des effectifs est posée. Aujourd'hui, le ministère de la Défense a recours à une société privée pour assurer la sécurité de son nouveau site à Paris. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 consacré ce soir à cette question. Faut-il rétablir le service militaire? Et si oui, en a-t-on les moyens? Permet-il aussi de forger l'unité nationale? Avec nos invités sur ce plateau, j'accueille Marie-Françoise Bechtel. Bonsoir, vous êtes députée apparentée CRC. Vous avez lancé une pétition justement à François Hollande pour un retour du service militaire. Vous allez nous en dire quelques mots dans un instant. J'accueille également Charles Mignon. Bonsoir, ancien ministre de la Défense dans le gouvernement d'Alain Juppé entre 95 et 97. C'est vous qui aviez été chargé de réfléchir à la réforme du service national. C'était en 97. Et puis j'accueille également Pierre Jox. Bonsoir, ancien ministre de la Défense, ancien ministre de l'Intérieur et ancien membre du Conseil constitutionnel. Merci d'être avec nous ce soir. Alors Charles Mignon, est-ce que vous regrettez finalement votre décision qui avait été de supprimer finalement le service national lorsque Jacques Chirac vous avait demandé de réfléchir à une réforme du service? D'abord, il n'est pas supprimé, il est suspendu. C'est vrai. Juste. Donc si un gouvernement veut le remettre en place, il peut le faire. Le seul problème, c'est de savoir à quoi sert un service national. Est-ce que c'est de constituer ou de renforcer une armée pour pouvoir lutter contre un ennemi désigné, ou est-ce que c'est participer à la constitution de la nation, comme certains le précisent? Si c'est constituer un lieu où va se forger la nation, je précise que ça n'existe pas depuis très longtemps. Car lorsque j'ai été nommé ministre de la Défense et que Jacques Chirac m'a demandé de réfléchir à la réforme du service national, j'étais plutôt favorable au maintien de la conscription. Et puis j'ai regardé avec mes collaborateurs et avec le chef des armées, on a regardé ce qu'était le service national à ce moment-là. On s'est aperçu d'une chose, c'est que les 15% de la masse des appelés étaient exemptés. C'est parce qu'ils ne savaient pas parler la langue française, parce qu'ils ne savaient pas en fait se tenir, etc. C'est ce qu'on appelle l'exemption de tous ceux qui étaient en marge de la société française. Les 15% du haut étaient, j'ose utiliser une expression un peu vulgaire, planqués, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à se mettre dans des postes où ils faisaient un service national confortable, mais sans aucune relation avec les autres. Et puis les 70% autres avaient ce qu'on appelle une affectation rapprochée, du fait d'une loi qui avait été votée précédemment. Et l'affectation rapprochée faisait qu'ils étaient à proximité de leur domicile, et on n'avait pas du tout en fait un mixage, mais on avait un passage dans les casernes qui ne forgeait absolument pas la nation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point,
c'est qu'aujourd'hui, on a une armée qui est professionnelle. On va y Pourquoi elle est venir, oui. professionnelle? C'est parce que... Oui, si vous voulez... Oui, je- on va faire agir les autres. C'est un tableau bien noir quand même que vous nous dressez de ce Non, c'est pas un service tableau noir. militaire. Est-ce que ça a été une erreur finalement d'avoir voulu professionnaliser l'armée, Pierre Jox? Vous savez, moi, j'ai sauvé le service militaire, le service national en 92. Mitterrand voulait le supprimer. Je l'ai convaincu qu'il ne fallait pas le supprimer. Il a été réduit à 10 mois. 10 mois. Le service militaire est une variante du service national. Personnellement, je suis pour le service national obligatoire pour les garçons et pour les filles, le service militaire de préférence pour les garçons, possible pour les filles volontaires. Pourquoi? Parce que je pense que le peuple en armes, le peuple armé, c'est une garantie pour la démocratie. Que les citoyens, les citoyennes, surtout les garçons, soient familiers avec des armes, des explosifs, qui sachent que ça existe, qu'on peut s'en servir. C'est pas très compliqué, c'est très difficile de bien tirer, c'est pas très difficile de tirer avec des armes, on peut le voir. Et que le peuple en armes, c'est quelque chose qui est une tradition historique française qui a eu des hauts et des bas, mais que l'abandonner, c'est malheureusement une décision qui a été prise. Je pense qu'un jour on y reviendra pour d'autres raisons. Vous avez raison de dire qu'il y avait des planqués. Mais qu'il y ait des planqués, ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas planqués. Qu'il y ait des proximités, ça veut dire qu'il faut et qu'on peut faire autrement. Moi, quand j'étais ministre de la Défense, j'ai fait des sondages, la moitié des garçons et même des filles étaient pour. Je dis même des filles parce que finalement, c'est très important aussi. Le service national peut avoir une dimension civique, sociale. Dans des tas de domaines, on a besoin de gens pour le service national. Pas forcément tous à l'armée, mais qu'il y ait une grande partie de la jeunesse qui sache se servir d'une arme, qui sache qu'il n'y ait pas le monopole de l'usage de la violence par des professionnels. Ah, ça, c'est très important. Ouais. J'avais même introduit la possibilité de faire son service national dans la police quand j'étais ministre de l'Intérieur. Donc, je crois que c'est très important, c'est l'usage des armes. Et puis, une autre chose, c'est pas par rapport aux circonstances présentes que je dis ça. Le service national n'a pas été supprimé, vous avez raison de le souligner, il a été suspendu. J'étais intervenu à ce moment-là auprès de Jospin en disant, attention, qu'on le suspende, peut-être, mais qu'on ne dise pas. Et la loi ne l'a pas supprimé, je l'ai apporté la loi, elle l'a suspendu. Donc je crois qu'il existe toujours, en germe, dans le droit français, et dans la tradition française, une armée sans conscription, c'est très mauvais. Pourquoi? Parce que c'est reconnaître à uniquement des professionnels la capacité et le droit de se servir d'une arme. Il faut que les citoyens formés, soldats, sous-officiers, officiers, comme moi-même, aient le droit de se servir des armes dans des circonstances précises. Ouais. Malheureusement, le débat se rouvre périodiquement quand il y a des tragédies comme aujourd'hui. J'ai connu ce débat aussi quand il y a eu les attentats dans Paris, Action Directe, etc. Marie-Françoise Bechtel, pardon, vous êtes aujourd'hui à l'origine d'une pétition. Que demandez-vous exactement au président de la République? C'est une pétition de parlementaires, une trentaine de mes collègues l'ont signée. J'ai adressé cette lettre lundi dernier, avant le Congrès, au président de la République. C'est aussi une pétition citoyenne qui est sur le site de République Moderne. Il y a quand même 1400 signatures en moins d'une semaine. Et le rythme ne se dément pas. Ça montre quand même un succès de cette idée. Je voudrais revenir un instant, ce qu'a dit le ministre Millon tout à l'heure, mais ce n'est pas parce qu'un système ne marche pas qu'il faut mettre fin au système. S'il y a des trous et des fraudes dans la sécurité sociale, on ne va pas mettre fin à la sécurité sociale parce qu'elle n'est peut-être pas aussi bien distribuée qu'elle devrait l'être. Je crois que la vraie raison pour laquelle on a supprimé le service national, c'est une raison de coût. D'ailleurs, si vous me permettez une petite anecdote, oui. Lorsque le général Forter, qui avait été chargé auprès du président de la République, il était à son état-major, président Chirac, de cette réforme du point de vue de l'Élysée, est arrivé au Conseil d'État où il a été nommé, dont je suis membre. Je l'ai accueilli parmi d'autres et je lui ai dit, général, tout de même, ce n'est pas bien d'avoir supprimé le service. Et il m'a dit, mais vous savez bien que tout ça coûtait trop cher. Donc, c'était l'argument du coût. Alors, oui. La question que je pose, c'est quel est le coût pour une nation de la désintégration, de la perte des valeurs civiques, de l'absence de solidarité nationale autour de ce que le ministre Jox a très bien appelé notre tradition du peuple en armes. Est-ce que c'était le seul argument, le coût, puisque c'est vrai qu'avant sa suspension, le service militaire de 10 mois coûtait 1,6 milliard d'euros par an au budget de la défense, soit 7 800 euros par appelé. Mais le problème ne se pose pas ainsi. Ah bah, je voudrais simplement... Alors, allez-y, Charles Millon. La meilleure source. Oui. Charles Millon, allez-y, vous allez nous dire à l'époque quel était l'argument qui vous avait poussé à prendre cette décision. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une armée professionnelle. Toutes les armées du monde, excepté en Israël, sont toutes professionnelles. Et la Suisse? La Suisse, si vous le permettez, non mais si vous le permettez, on va la mettre de côté. Pourquoi? Parce que si vous voulez avoir... Et la France pendant des dizaines d'années? Est-ce que vous voulez avoir une France menacée par des attentats ici et là,
vous distribuez des armes à tous les Français comme il existe en Suisse. Non, pourquoi? Attendez, on va fermer la parenthèse. Ouais, allez-y, Toutes Jacques. les armées du monde sont professionnelles. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une telle technicité aujourd'hui au niveau de l'armée qu'on est obligé d'avoir des armées qui rassemblent des spécialistes. Il n'y a pas que Et la il faut- technicité. il faut Moi, savoir- je suis officier de l'armée de l'air. Non, L'armée de attendez. l'air a besoin de techniciens et de beaucoup de gens de servitude. Permettez-moi. Allez-y, Charles Millon, allez-y. L'armée de terre a Et besoin de on a fait toutes les études à l'époque. On s'est aperçu que le coût d'une armée professionnelle était tel qu'il était impossible d'avoir parallèlement une armée professionnelle qui pouvait intervenir au Mali comme elle intervient aujourd'hui, qui peut intervenir aujourd'hui en Syrie comme elle intervient aujourd'hui, et puis à côté, une armée qui soit, pour reprendre les expressions du ministre Jox, le creuset de la nation. C'est insupportable financièrement, totalement insupportable, Non. sauf à prendre une décision, c'est-à-dire de trouver des financements ailleurs pour un service civique. Alors je voudrais répondre sur un autre point. On dit mais il faut forger la conscience du citoyen. Moi je pense que la conscience du citoyen, elle se forge dans les familles, dans les mouvements d'éducation, dans le système éducatif. Et on voit le résultat. Non, mais bien sûr. On voit Mais le résultat Il faut peut-être aujourd'hui. s'interroger aujourd'hui sur ce que fait le système éducatif, sur les mouvements d'éducation populaire. Et je pense que si un État... Vous avez gardé un mauvais souvenir de votre service militaire? Je n'ai pas fait de service militaire. Pour une raison simple, c'est que je fais partie de la génération baby-boom, du tout où on exemptait à peu près la moitié Oui, c'est de vrai. la génération. Oui, je me souviens. Donc malheureusement, je n'ai même pas eu besoin à me poser le problème. Vous devriez- Pierre Jacques, Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le docteur même si on a Jox n'a pas précisé que le service avait été suspendu et non pas supprimé, ça paraît difficile de revenir en arrière notamment matériellement Je ne parlant. propose pas qu'on mette la nation en armes sur pied de guerre, ça 500 000. Pendant la guerre d'Algérie, il y a eu jusqu'à 500 000 garçons du contingent en Algérie. 500 000, j'y étais. Bon, j'ai fait 3 mois de service militaire. Un service militaire de 10 mois, même de 6 mois, familiariser les garçons, mais les filles qui le veulent aussi, à l'usage des armes. Absolument. C'est une garantie démocratique extraordinaire. Quand j'ai introduit le fait que les garçons pouvaient faire leur service militaire dans la police, ça a permis de recruter dans la police ensuite beaucoup de garçons qui avaient fait leur service national dans la police, qui s'étaient familiarisés avec la discipline, avec les armes, avec l'usage des armes. C'est très compliqué d'utiliser des armes. Il faut savoir, ça s'apprend. Ça ne s'improvise pas. Il n'y a pas que les armes sophistiquées, il n'y a pas que les avions. Mais justement, par rapport à ce que il n'y disait a pas que Charles les Millon. porte-avions. Il y a Oui. beaucoup d'armes, de points et de soldats qui savent et qui sont très utiles à condition de savoir se servir d'armes. Ouais. Je crois qu'il ne faut pas Marie-Françoise caricaturer. On ne demande pas d'élargir l'armée professionnelle tout d'un coup à 700 000 jeunes gens par an. Ça, c'est la caricature. En revanche, il y a bien un sujet d'intégration civique, qui est un sujet très fort, Oui. je le crois. Mais il y a aussi un sujet de défense du territoire. Ma proposition, c'est de restaurer un service national de défense qui inclut, je ne pensais plus à votre réforme sur la police, en effet, mais qui inclut toute la protection La gendarmerie, civile, les secours, les pompiers. les pompiers, c'est-à-dire tout ce qui permet une défense du territoire. Relisez- Mais ce que je dis, relisez permettez-moi de Relisez terminer. le projet de loi. Oui, oui, mais La permettez-moi. loi, Mais- elle prévoit une réserve beaucoup plus importante. Oui, mais que celle qui a été mise permettez-moi en d'en œuvre. finir. Je crois que ça ne marche, c'est ce que nous montre la situation à laquelle la France vit, que si c'est obligatoire, si c'est universel, c'est-à-dire obligatoire pour tous. C'est-à-dire qu'on va chercher les jeunes gens, y compris ceux qui sont en future perdition ou ce qui pourrait le devenir, on les met ensemble dans un véritable brassage social, on leur apprend les valeurs civiques et on leur donne une sorte de structure, d'ossature, qui est celle de la discipline. Oui. Et je crois que c'est ça qui permet le mieux de donner de la nation un sentiment qui est le vrai sentiment patriotique, parce qu'aujourd'hui, nous sommes menacés quand même par une vision sinistre de la nation, y compris à l'intérieur de notre pays. Ouais, Et ça sans vous- oublier Pierre l'objection Jox. de conscience, je suis pour le statut d'objection de conscience. J'ai été, quand j'étais député, et même quand j'étais officier, j'ai été amené à défendre des garçons qui étaient objecteurs de conscience. L'objection de conscience permet à des garçons, ou à des filles, si c'est D'aller dans obligatoire pour les filles, de remplir d'autres missions d'intérêt national, très grandes dans le domaine social. sûr. En revanche, l'objection de conscience, ce n'est pas le refus de servir la nation, c'est le refus de servir, d'utiliser les armes. Alors que ça existe, c'est très bien, mais raison de plus pour avoir un service national large, avec des services sociaux, des services civiques de toute Absolument. nature. Et Mais chacun y obligatoire. trouve. Ouais. Mais obligatoire. Pour C'est revenir aussi fondamental. à ce que vous C'est- disiez sur cet aspect bien creusé de la nation, ça vous n'y croyez plus, le service militaire qui pourrait justement permettre à ces jeunes de retrouver un petit peu de sentiment d'appartenance à la République? Quand les jeunes arrivent au service national, ils ont déjà un certain âge, ils ont déjà été forgés dans le système éducatif, dans le système social. Et vous avez en fait un certain nombre de jeunes qui sont déjà
complètement marginalisés. C'est trop Raison tard, de c'est ce plus que pour vous les dites. rattraper. Attendez, madame, Ouais. Pardon. vous permettez? Simple Donc incident. je pense que là où l'État doit faire un effort considérable, c'est de créer les conditions favorables, tant sous l'angle juridique et financier, pour que les mouvements d'éducation populaire se développent et se renforcent. Or, quand vous prenez toutes les législations de quels que soient les gouvernements depuis maintenant 20 ans ou 30 ans, vous apercevez qu'on a laissé tomber, en fait, tout ce qui est mouvement d'éducation populaire. Avec le principe de précaution, on les a même rendus difficilement gérables, et que je crois que c'est là où il y a déjà une œuvre importante à faire si on veut forger notre nation. Deuxièmement, il y a l'éducation. Moi, je voudrais donner un exemple. Il y a une école qui s'appelle l'école Alexandre Dumas à Montfermeil, où vous avez le lever des couleurs 2 fois par semaine, vous avez un uniforme, dont la population scolaire, c'est 80% d'enfants d'immigrés, et qui aujourd'hui marche fort bien, et on leur transmet le goût de la nation, on leur transmet l'histoire de la France, on leur transmet le goût de vivre ensemble. Ouais. Et que je pense que c'est d'abord dans le système éducatif, d'abord dans le système d'éducation populaire, et que ensuite vous aurez en fait, à côté du service de l'armée professionnelle, une réserve qui doit être très importante, et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure j'y faisais référence, c'est qu'en 1995, quand on a décidé de la suspension du service national, on a en même temps appelé à la constitution d'une réserve très importante qui n'a jamais été mise en œuvre par tous les gouvernements qui se sont succédés. Et aujourd'hui, Pardon, Charmian. je souhaite qu'effectivement on la mette en œuvre et qu'il y ait une vraie réserve qui puisse permettre la garde nationale appelée de ses voeux par le président de la République, qui puisse renforcer la gendarmerie ou la police, comme vient de le dire Tiens, Jox, c'est le vrai ministre est-ce Jox. que l'armée finalement n'a pas vocation à remplacer l'école? Mais bien sûr que l'armée peut jouer un rôle de formation très important pour des garçons qui ne sont pas sortis de chez eux, qui n'ont pas rencontré d'autres milieux professionnels. Le problème de fond du service national, c'est le service civique en général. Et dans le service national, le problème du service militaire, c'est le problème de savoir s'il y a un monopole de l'usage des armes par des professionnels. Je suis contre. Personnellement, je suis officier de réserve dans ma génération. Beaucoup de gens, la plupart des gens, certains ont été exemptés parce qu'il y avait une classe d'âge très importante. Je ne sais pas, vous n'avez jamais pensé à Millon comme baby-boom. Mais après tout, c'est vrai, vous êtes un baby-boomer, très bien. Et il y a d'autres qui ont été exemptés parce qu'ils étaient malades ou incapables, etc. Mais beaucoup n'ont pas été exemptés. Ils ont gardé quelque chose qui est dans la peau. C'est qu'on doit pouvoir se défendre soi-même. On ne doit pas laisser uniquement à des professionnels qui sont très peu nombreux, mais qui peuvent être dangereux. Ouais. On a vu ce C'est un que discours c'était qui peut pendant, être mal interprété pendant la guerre aussi, d'Algérie. Charles Jox, peut-être. L'OAS a mobilisé des militaires félons qui se sont retournés contre la patrie. Et heureusement que dans le peuple en armes, finalement, le peuple en armes, c'était les soldats du contingent qui ont dit ça suffit. De Gaulle nous a dit de ne pas obéir à ces félons, on désobéit. L'usage de l'arme ne doit pas être réservé à des professionnels. Le service militaire Avec toute est une l'ambiguïté nécessité. que peut porter ce discours, ça peut être dangereux finalement. Je crois qu'il y a quand même l'importance de rappeler à des faits que c'est la vision traditionnelle de la République française qui lie la République à la nation. Quand on a créé le peuple en armes, c'était pour défendre la patrie en danger. Et qu'est-ce que chantent les gens dans les rues? Aux armes, citoyens. Et ça ne choque personne. Hein, C'était la patrie en danger. Mais ce qui est intéressant, c'est ce lien entre la nation, la patrie, la France qui était en danger, et la République elle-même. Il n'y a qu'en France que vous avez ce lien, ce ciment républicain entre la nation et la République. Et si vous n'insérez pas, si vous n'instillez pas ce ciment dans les jeunes consciences, car on est encore très jeune à 18 ans, alors à ce moment-là, vous allez laisser en perdition un tas de gens qui ne sont pas seulement ceux des quartiers déshérités. Car l'égoïsme, l'absence de civisme frappe très fort aussi les couches aisées de la population. C'est cet ensemble-là qu'il faut arriver à brasser en disant que l'un ne vaut pas mieux que l'autre, mais que les uns et les autres sont les enfants de la République et qu'ils doivent ensemble porter les valeurs collectives. Vous ne le ferez pas sans une obligation. Et je vous pose une question. Qu'est-ce que vous croyez que les gens ont en tête quand ils chantent à répétition? Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Non, mais moi, Charmillon, mais ça paraît difficile. mais moi, je veux bien rentrer dans un romantisme. De revenir en arrière. Dans un romantisme républicain porté par... J'ai fait 30 mois de service militaire sans aucun romantisme. Allez-y, Charmillon, allez-y. Le seul problème qui est posé aujourd'hui, c'est que lorsque le service national a été suspendu, lorsque le service militaire a été suspendu, vous aviez les 15% du haut
qui n'était pas du tout... Ah non, mais je le répète. Il fallait changer cela. Oui. Attendez, il fallait changer Oui, mais cela. maintenant, est-ce qu'il serait possible de revenir en arrière? Et Parce qu'on attendez, on l'a vous aviez entendu, les beaucoup de casernes ont été fermées 70% notamment. Oui. qui n'avaient qu'un seul objectif, c'est de retourner dans leur famille. Et tous les alors sondages le disaient. Attendez, j'ai été ministre 2 ans. Il y a eu des So ministres de toutes oui. tendances avant et après moi. Oui, oui. Interrogez-les. Interrogez les chefs militaires de l'époque. Et ils vous diront tous la même chose, il y avait nécessité de réformer le service national. Tout le monde l'a dit. Attendez, et deuxième point, On arrive au il terme de ce faudra débat. que vous me donniez le mode de financement. D'accord. Alors, Car vous allez doubler. je ne suis pas le une budget parlementaire irresponsable, j'ai même été technocrate toute ma vie. Je crois qu'il faut réfléchir en effet au mode de financement d'une manière sérieuse, en mettant en face les effets induits, c'est-à-dire tout ce que coûtera le non-retour. Et encore une fois, pour moi, ce n'est pas un rétablissement. Il faut penser un nouveau service national à travers tout ce qui est défense de la population et encore une fois en mettant au centre le civisme. Eh bien, merci. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk et Paul Bouffard pour On va plus loin. Bonne soirée et à demain, 16h30.